Je suis très heureux d'ouvrir cet après-midi. J'ai effectivement professé ces dernières années. J'ai été surtout 30 ans dans l'industrie pétrolière et forcément un peu mon expérience de pétrolier, mais pris au sens d'explorateur et de développeur d'hydrocarbures, donc incluant le gaz, influencera ce que je veux dire. Je voudrais simplement débuter en réagissant sur le terme de renouveau. Le terme de renouveau choque un peu le pétrolier que je suis parce que ce qu'on constate, c'est plutôt une lente mais régulière progression de la part du gaz dans le mix énergétique. Et il faut se rappeler qu'il y a quelques décennies, dans les années 60, le gaz était un combustible tout à fait secondaire qui était un peu à l'ombre du pétrole. Et même pour situer les choses de façon internationale, il n'y avait pratiquement qu'aux États-Unis que le gaz était utilisé significativement dans le mix énergétique. Si vous me permettez, je rappellerai une blague de pétrolier qui avait encore cours quand je suis rentré chez Alpha Aquitaine au début des années 80. C'était le directeur de l'exploration qui s'enquérait des différents forages et qui demandait à un foreur qu'est-ce qui se passe, vous avez l'air renfrogné, je crains que notre puits soit sec. Et le foreur répondait, c'est pire que ça, il produit du gaz. Ou encore un autre exemple, alors plus concret. Dans la fin des années 60, début des années 70, le groupe Alpha Aquitaine, c'est le mien, c'est pour ça que celui que j'ai connu, c'est pour ça que je prends cet exemple, a eu d'immenses permis, de permis importants en Iran et a fait deux immenses découvertes qui sont encore tout à fait majeures aujourd'hui, les champs de Kangan et de Syrie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, à la fureur de Pierre Guillaumat, le Shah d'Iran, qui était un Iranien avec toutes ses caractéristiques et donc assez roublard, a confisqué les gisements sur le fait que le contrat était ambigu et ne mentionnait pas spécifiquement les découvertes de gaz. Ce qui était une erreur d'Alpha Aquitaine, mais qui montrait bien, dans l'esprit d'Alpha Aquitaine, ça coulait de source qu'une découverte de gaz aurait dû être prise en compte, mais ça n'avait pas été dit. Alors aujourd'hui, le climat et la situation a tout à fait changé. Et le gaz est significatif dès aujourd'hui et les perspectives sont importantes. Et c'est ce que je voudrais éclairer en ne marchant pas trop sur les brisées des exposés suivants. Pour montrer que c'est le fruit d'importants progrès, sinon scientifiques, du moins technologiques, d'une façon régulière, que c'est la prise de conscience d'avantages compétitifs relatifs tout à fait considérables du gaz par rapport aux autres sources d'énergie. Un troisième facteur, c'est l'économie. La compétitivité du gaz, elle est plus difficile à analyser parce qu'il faut savoir que les prix du gaz sont très variables selon les périodes et les zones géographiques. Alors, premier point, il y a 4 points que je voudrais traiter en restant dans les temps. Le premier, c'est la question des modalités de transport de gaz. Bon, il est bien connu que par rapport à tous les avantages que je vais décrire par ailleurs, le handicap du gaz, c'est qu'il est difficile à transporter. Et avant la période qui nous intéresse aujourd'hui du gaz naturel, c'était du gaz artificiel produit par des gazogènes. Et là aussi, la question du réseau de commercialisation des transports était important. Et c'est pour ça que l'usage était quasiment limité à des zones urbaines, l'éclairage urbain, éventuellement, quand le charbon lui laissait une petite place, le chauffage. Alors, l'époque moderne, évidemment, commence avec les grandes découvertes minières de gisements de gaz. Et l'enjeu a été d'amener ces productions vers des zones consommatrices et donc de construire des pipes sur longue distance. Je n'entre pas dans tous les enjeux qu'il a fallu maîtriser. Maintenant, ça semble très classique, mais c'était vraiment un front de taille à l'époque. Et au point de vue commercial, cet investissement nécessitait qu'il y ait des engagements de commercialisation qui ne pouvaient venir, pour l'essentiel au départ, que de gros consommateurs industriels.
Alors, dans l'histoire, évidemment, c'est aux États-Unis qu'on a eu cette conjonction de découvertes gazières, de réseaux de pipe qui étaient rentables à développer et d'alimenter des industriels qui étaient prêts à utiliser le gaz. Il y a déjà eu un petit peu des pipes intercontinentaux, inter-pays, internationaux, venant du Canada, mais les États-Unis ont tendance à considérer que le Canada, c'est un petit peu la zone d'influence. Donc j'en passe à la deuxième étape où vont apparaître ces transports interétatiques et qui est la zone européenne. Mais au départ, c'est aussi des découvertes domestiques, nationales, enfin de la zone européenne, Lac au milieu des années 50, puis Grenin un peu plus grand, mais succédant, enfin venant après Lac, et puis dans les débuts des années 70, la mer du Nord. Et tout cela a justifié le développement de réseaux de commercialisation, d'utilisation du gaz. Et c'est comme ça qu'est apparu le deuxième grand marché international sur la zone européenne. Et ce marché, très vite ou de façon concomitante, a été alimenté par des pipes venant de pays étrangers à la zone européenne et lointaine, la Norvège, si on peut l'exclure de l'Europe, mais bien sûr la Russie et l'Algérie, par Gibraltar, par la Sicile. Alors ensuite, il y a une troisième étape bien connue qui est la maîtrise de la liquéfaction, du LNG. Le gaz, et pour situer les choses dans le temps, bien sûr, il y a eu de premiers essais assez loin dans le temps aux États-Unis, dans la région des Grands Lacs au début du XXe siècle, mais il faut rappeler que la première installation commerciale a été à Arseux sur une technologie française en 1964. Bon, comme les Algériens voulaient être déplaisants avec les Français, le premier client n'a pas été la France, mais l'Angleterre, mais la France est venue après, et les États-Unis. La liquéfaction, bien sûr, vous le savez, ça réduit de 600 fois le volume enfin, si vous refroidissez à moins 160 degrés, vous réduisez de 600 fois le volume à transporter. Vous avez un liquide qui est clair, qui pèse la moitié de l'eau. C'est tout à fait agréable. Et évidemment, ça permet le transport maritime par méthanier. Donc vous changez complètement la rigidité du système des pipes. Vous avez la possibilité d'aller d'un champ à une zone de consommation très éloignée, séparée par des mers qui auraient été infranchissables par des pipes. Vous avez potentiellement, selon la liberté commerciale, une fluidité des trajets. Vous pouvez un peu faire changer la route des méthaniers. Donc vous changez complètement l'économie de transport du gaz. Je passe vite, mais c'est là l'explication de la troisième grande zone gazière mondiale, qui sont les débouchés, les pays asiatiques. Le Japon, la Corée au départ, maintenant bien sûr la Chine. Alors, il y a eu une début d'internationalisation du marché du gaz. Là, on a un premier exemple où les experts se sont trompés. Les experts, les économistes, les stratèges et compagnie pensaient qu'avec retard, le marché du gaz allait s'internationaliser et suivre l'exemple du marché pétrolier, qui est un marché mondial. En fait, mais ce sera sans doute évoqué plus en détail tout à l'heure, je n'avance pas, mais encore aujourd'hui, nous avons trois grandes zones internationales, zone atlantique, États-Unis, Europe et Asie, interconnectées, mais avec de fortes différences. Les progrès, pour terminer sur les transports, c'est évidemment des questions d'effet de taille, d'amélioration des rendements. C'est aussi, je cite le terme parce qu'il est très important dans ce qui est actif aujourd'hui, la possibilité d'installer ces installations de liquéfaction désormais sur des flotteurs, sur des barges, le floating LNG, qui élargit encore beaucoup la possibilité de valoriser des champs de gaz et de les développer pour le marché. Le deuxième point, c'est du côté des usages, les avantages du gaz comme source d'énergie.
Le gaz, c'est clair, c'est une source qui est facile, une énergie qui est facile à utiliser, le brûleur, qui est propre au sens strict du terme de pollution, c'est-à-dire pas de poussière, pas de soufre, pas de problèmes toxiques. En termes commerciaux, c'est surtout un fuel, une source d'énergie qui a plusieurs types de marchés. Le chauffage de bâtiments ou de maisons, l'industrie, dont la chimie, dont la pétrochimie, et les centrales électriques. Donc une variété de secteurs finaux. Et la possibilité, et c'est aussi très particulier, très avantageux, de pouvoir, dans ces usages, être substitué à d'autres sources d'énergie, donc une certaine flexibilité. Ça peut sembler évident, mais c'est radicalement différent du cas du pétrole. Le pétrole, c'est grosso modo à 56% utilisé aujourd'hui pour les transports. Et si on se place au niveau des usages, des sources d'énergie du secteur transport, c'est à 95-97% le pétrole. Et il est très difficile à substituer. Il y a un côté de marché captif qui n'est pas le cas pour le gaz. Dans le cas que j'évoquais de la production d'énergie, qui est, vous le savez, un secteur tout à fait significatif dans le mix de consommation et de développement de la demande future, le gaz a une caractéristique qui est très avantageuse. Il peut à la fois servir de production de base, une grande quantité et régulière, et il peut aussi se moduler. Il est assez flexible on peut mettre en route rapidement des turbines à gaz et les arrêter aussi. Donc dans l'usage de base, il est en compétition, mais où il peut s'imposer, il peut lutter avec les deux autres sources crédibles de production de base que sont le charbon et le nucléaire. Mais avec sa flexibilité, il peut à la fois assurer des pointes de la demande ou être couplé avec des énergies intermittentes de façon rationnelle. C'est un très gros avantage. Dernier point, juste pour évoquer des rêves pour le futur, il y a un usage du gaz que je n'ai pas évoqué, qui est l'usage dans les transports, où justement je disais le pétrole est absolument dominant. C'est une piste, pas encore tout à fait crédible ou développée, mais est-ce qu'on peut utiliser le gaz comme fuel de traction, que ce soit du gaz compressé, du gaz liquéfié, mais évidemment, il y a tout un problème d'infrastructure à organiser. Mais les États-Unis pensent à des autoroutes gazières, le test entre la Californie et Salt Lake City. Et puis, dans une autre piste, mais de scientifiques, est-ce qu'on arriverait à apprivoiser le traditionnel procédé de Fischer-Tropsch, de gas to liquids, pour en faire un carburant artificiel, enfin construit, qui permettrait de suppléer ou de compléter le pétrole. Troisième point, il y en a quatre. Troisième point, c'est évidemment le gaz et le réchauffement climatique qu'évoquait Pascal. Alors, bien connu que les combustibles fossiles, de par leur combustion, sont des contributeurs très, très importants aux émissions de CO2. Ce qu'on peut dire, c'est que le gaz est le moins émissif des trois grands combustibles fossiles, énergie fossile. Si on fait la comparaison au niveau d'une centrale électrique, donc de la production de kilowattheures, et tenant compte donc en aval des progrès de l'efficacité qui a beaucoup progressé des centrales à gaz à cycle combiné, on a grosso modo, pour avoir un ordre de grandeur, si vous avez l'index 100 pour le charbon, vous avez un peu plus de 70 pour le pétrole et 50 pour la production d'une unité électrique pour le gaz. Donc un avantage tout à fait significatif.
Ceci étant, il reste émissif. Donc, il peut y avoir tout le débat de dire c'est un second best par rapport à une énergie qui ne serait absolument pas émissive. Et ça veut dire aussi que le gaz est concerné par tout l'enjeu et la possibilité d'avancer et de généraliser les procédures de stockage de captage et de stockage de CO2, même si c'est à moindre degré que pour le charbon. Et un dernier point sur la question réchauffement climatique. Là, j'ai surtout parlé du CO2 lié à la combustion. Il y a la question du méthane. Méthane a été mis à l'ennui d'être beaucoup plus un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Normalement, il ne devrait pas sortir puisque c'est le produit commercial que l'on veut. De temps en temps, vous avez des émissions fugitives, du venting, comme on dit dans l'industrie pétrolière. Et il y a le débat dans le cas du shale gaz de savoir s'il y a plus de venting. Ce n'est pas en régime de croisière, en régime de régulier, mais comme les opérations qu'on décrira tout à l'heure de préparation des puits sont discontinues, qu'il faut faire plusieurs fracturation, vous avez plus de chances d'avoir ces fuites au départ qu'il faut mesurer. Dernier point, dans les avantages du gaz, c'est que les ressources sont abondantes et sont en croissance. Alors c'est un grand classique de l'industrie pétrolière que j'ai connu pendant plus de 30 ans. Les réserves augmentent d'année en année au fur et à mesure qu'on produit. Mais dans le cas du gaz, et disons dans les 10 dernières années, l'augmentation du potentiel gazier mondial a été considérablement transformée. Ce n'est pas uniquement les gaz non conventionnels. Il faut se dire qu'avec les progrès que j'ai évoqués précédemment, des gisements de gaz qui avaient été découverts et puis qui avaient été laissés sous couvercle parce qu'on disait qu'il n'y a pas de débouchés proches ou économiques sont ressortis. Il y a tout un enjeu qui, pour les chiffres, sont importants, sont ce qu'on appelle les gaz associés. Dans le pétrole, il y a de temps en temps un contenu en gaz. Autrefois, la malédiction, c'est qu'on le torchait parce qu'il fallait produire le pétrole séparé et on ne savait pas que faire du gaz. Là, maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus accepté. Et pour donner juste un exemple, et montrer aussi que c'est pas si facile que ça à faire, en Angola, l'usine, le centre actuel de liquéfaction, récupère le gaz de différents gisements, de différents opérateurs, donc un projet tout à fait considérable, mais qui montre que la difficulté est imposée pour ne pas perdre ce gaz associé. Et puis, bien entendu, il y a les gaz que l'on appelle non conventionnels, qui vont être évoqués. Je considère derrière ce terme le shale gaz, le gaz de charbon, le tight gaz, sera précisé sûrement tout à l'heure. Je mets à part les hydrates de méthane qui seront aussi évoqués, mais dont il faut savoir que c'est un enjeu tout à fait différent parce que les trois premiers ont pu être produits grâce à des progrès dans l'extraction sujet d'un des exposés. L'hydrate de méthane dans les zones arctiques, dans le fond des mers, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce que je voudrais peut-être juste dire, avancer, pour compléter ce qui sera dit sur le côté technique d'extraction ou enjeu environnemental, c'est que ces gaz non conventionnels, pour un géologue, pour un pétrolier, c'est une révolution copernicienne. Alors le terme peut paraître un tout petit peu prétentieux, mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis 150 ans, nos collègues explorateurs travaillaient sur un certain schéma. Le gaz était déposé à partir de matières fossiles dans des roches sédimentaires. Elles s'enfonçaient, pression, température, formaient une roche-mère. Dans la roche-mère, vous aviez transformation pétrogenèse, kérogène, puis ensuite d'abord du liquide, puis ensuite du gaz mouillé, et puis ensuite du gaz. Et puis, au cours des temps géologiques, vous aviez une migration de ces hydrocarbures, plus légers que l'eau. Ils voulaient aller à la surface, l'essentiel
qu'elle est allée à la surface et est partie dans l'atmosphère, mais s'ils sont piégés par un piège, et si en dessous vous avez une roche réservoir qui est suffisamment perméable et poreuse, c'est là que l'explorateur, depuis 150 ans, recherchait le pétrole. Ce qui est original, c'est qu'il savait très bien que le pétrole était formé dans la roche-mère, et même il étudiait la roche-mère, parce que les conditions de pétrogenèse sont importantes pour anticiper la qualité de ce qu'on allait produire. Mais c'est absolument pas là qu'on le cherchait. Donc le fait qu'aujourd'hui on puisse produire des roches-mères, c'est juste pour faire sentir que ça change radicalement l'estimation du potentiel de réserve d'hydrocarbures, puisque on va commencer par le gaz, mais ensuite il y a le pétrole. Ayant dit ça, il y a bien d'autres contraintes que la géologie, ce sera évoqué, et donc à la fois le potentiel est considérable, et le gaz de schiste, comme on dit en France, est là pour durer et être très important pour toutes les décennies qui viennent. Ça ne veut pas dire que la production montera très rapidement, très vite, en dehors des États-Unis, du Canada et de quelques autres pays. Voilà, je voudrais terminer pour dire combustible du futur. Alors là, certainement c'est vrai. La question, elle sera peut-être aussi évoquée, âge d'or, voudrais terminer un peu par un point d'interrogation. C'est pas acquis, parce que même s'il y a le potentiel, même s'il y a tous ces avantages que j'ai décrits, cela dépend énormément de la mise en place de bonnes politiques énergétiques. Et ce n'est pas donné à tout pays. Deux grands pays, les États-Unis et la Chine, ont des politiques énergétiques très, très cohérentes. Ils ont une situation par rapport au gaz différente. La Chine part de très bas à cause du charbon, mais a la volonté de l'augmenter, et des schémas politiques très, très cohérents. Là, l'Europe, ça fait de la peine à le dire, est évidemment le contre-exemple, une totale incapacité à penser une politique énergétique, un paquet énergie-climat qui est totalement déséquilibré sur le côté environnemental. Le problème de l'Allemagne, qui par dogmatisme aboutit à désorganiser les systèmes gaziers électriques en Europe et à développer la lignite. Donc, c'est un exemple qui montre que sans politique énergétique, n'importe quel potentiel ne pourra pas être valorisé. Ce qu'il faut, c'est évidemment des vues globales qui intègrent énergie, environnement, économie, aspects sociaux de précarité ou de redistribution. Il faut aussi bien maîtriser l'usage de l'indicateur prix. Subvention, c'est à manier avec des pincettes pour ne pas désorganiser trop les systèmes et tout de même susciter la concurrence des systèmes le plus efficaces. La recherche et l'innovation est absolument indispensable, mais on ne peut pas faire n'importe quoi et tout pour faire plaisir à tout le monde, en fonction de degré de maturité d'une technique, de son potentiel de volume. Il y a des priorités à faire. Et bien sûr, là, le fait que je suis très loin des sujets scientifiques, mais évidemment, c'est un point important, les questions d'acceptabilité. Voilà, écoutez, merci beaucoup.